Sean Combs, également connu sous le nom de P. Diddy, fait face à de graves allégations de coercition, de viol, de chantage, de trafic d'êtres humains, de trafic de drogue et de diverses formes de violence. Et tout cela malgré la renommée, l'argent, le pouvoir et le respect qu'il a accumulé au fil des ans. Comment a-t-il réussi à un si jeune âge malgré une vie pleine de drames et de problèmes? Dans cette vidéo, vous en apprendrez plus sur ses emplois passés, ses entreprises commerciales, ses habitudes de dépenses, ses relations, ses querelles, les problèmes au sein de son label, les poursuites judiciaires, les allégations et sa fortune actuelle. Is there anything that you may want to confess tonight? Sean John Combs est né le 4 novembre 1969 à Harlem, New York. Sa mère, Janice Combs, était mannequin et assistante d'enseignement, tandis que son père, Melvin Earl Combs, servait dans l'armée de l'air américaine et devint plus tard un associé du célèbre baron de la drogue Frank Lucas. Oui, le même Frank Lucas interprété par Denzel Washington dans le film American Gangster, qui n'a pas hésité à faire ça, selon le film. Melvin Combs a été tué lors d'un trafic de drogue qui a mal tourné car il a été identifié à tort comme un informateur. Sean Combs avait alors 3 ans. Pendant des années, Sean Combs a cru que son père était mort dans un accident de voiture parce que sa mère le lui avait dit pour l'empêcher de suivre ses traces. Cependant, il a découvert la vérité alors qu'il était encore enfant, grâce à la réputation de Melvin Combs à Harlem, en recueillant des informations dans les rues et les bibliothèques. Lui, sa sœur Keisha et sa mère ont déménagé à Mount Vernon, une banlieue proche de New York. Lorsqu'il avait 12 ans, sa mère a occupé plusieurs emplois pour subvenir aux besoins de ses enfants. Il a étudié à l'académie catholique Mount St. Michael pour garçons et a joué pour l'équipe de football de l'école. Son équipe a remporté le titre de division en 1986 et il a obtenu son diplôme en 1987. Il a été surnommé Puffy à l'époque parce qu'il ventilait quand il était en colère. Savage! I'm a savage! Oh! I'm a savage! Whatever I want, I'm going to get! Whatever I want, I have to get! En 1989, Sean John Combs s'est inscrit à l'université Howard à Washington, D.C. pour poursuivre une spécialisation en commerce. Au cours de sa 2e année en 1990, il a commencé un stage chez Uptown Records, dont le bureau était situé à New York. Il devait faire beaucoup de déplacements pendant la semaine. Cependant, il a abandonné l'université la même année. En 2014, il y est retourné pour recevoir un doctorat honorifique en sciences humaines et prononcer le 146e discours de remise des diplômes. Successes come from some of my biggest failures. In the early 90s, when my friends were graduating from Howard, I got fired from that first job that I got with Andre Harrell. So I had 2 choices. Either I was going to sit in that failure and give up, or I was going to make a decision to step out of the darkness. Il a également fait 2 dons à l'école de commerce. L'un de ces dons a été fait en 2016 pour un montant non divulgué dédié aux bourses et aux opportunités de stage. Le deuxième, en octobre 2023, était une contribution substantielle d'1 million de dollars. Je parlerai beaucoup plus de ses efforts philanthropiques plus tard dans la vidéo. Revenons maintenant à 1990. Sean Combs est finalement devenu un employé de la maison de disques. Il a joué un rôle important dans le développement de grands noms tels que Joe Desi et Mary J. Blige à l'époque et a été promu vice-président en l'espace d'1 an. Alors qu'il occupait ce poste important, il a organisé avec le regretté rappeur Heavy D une collecte de fonds à la suite d'un match de basketball de charité au City College de New York. Malheureusement, les billets ont été vendus en trop grande quantité, ce qui a provoqué une bousculade au cours de laquelle 29 personnes ont été blessées et 9 autres ont tragiquement perdu la vie. Aucune accusation criminelle n'a été portée contre lui, Heavy D et le collège. Cependant, un juge d'État les a jugés responsables de la tragédie, ce qui a conduit à des poursuites pour mort injustifiée et blessures corporelles. Une partie entière de la vidéo sera d'ailleurs consacrée aux poursuites judiciaires de Sean Combs. À la suite de cet incident,
Sean Combs a été licencié de son poste chez Uptown Records en 1991, selon plusieurs médias. Cependant, d'autres articles suggèrent qu'il a été renvoyé du label en 1993 par son mentor et président d'Uptown, le regretté André Harrell, en raison de disputes avec les cadres supérieurs de la société. De plus, il a été rapporté que le distributeur MCI a refusé de sortir le premier album du célèbre Notorious B.I.G. en raison de son contenu brut et explicite. Selon un article de Revolt.com, Harrell a reconnu le potentiel de Sean Puffy Combs dans une interview avec les médias. Harrell a déclaré « Je ne voulais pas rester assis là et être celui qui enferme Puff parce que la société me disait de faire ça. Je ne suis pas fait de cette façon. » Heavy D est décédé d'une embolie pulmonaire en 2011 à l'âge de 44 ans et André Harrell est décédé d'une insuffisance cardiaque en 2020 à l'âge de 59 ans. À partir de maintenant, dans cette partie du documentaire, j'appellerai désormais Monsieur Combs P. Diddy, car c'est ici que je commence à parler de la partie la plus importante de sa carrière. Diddy a lancé sa propre société de production musicale en 1993, Bad Boy Entertainment. Le label a signé plusieurs grands noms, dont Faith Evans, Notorious B.I.G., G-Dep, Black Rob, The Lox, Shine, Craig Mack, Mace, Cassie, 112, Loon, French Montana et bien d'autres. Beaucoup de ces artistes ont sorti des singles et des albums à succès au cours des 3 dernières décennies. Notorious B.I.G. a sorti à lui seul des titres emblématiques tels que Juicy, Big Poppa et Hypnotize dans les années 90. En 1997, l'American Society of Composers, Authors and Publishers, autrement appelée ASCAP, a nommé P. Diddy auteur-compositeur de l'année. Bad Boy Entertainment a connu un succès considérable, vendant pour $100 millions d'enregistrements et obtenant un contrat de gestion de plusieurs millions de dollars avec Arista Records. Cependant, le succès a été accompagné de son lot de drames pour P. Diddy et son équipe. Bad Boy Entertainment s'est retrouvé directement impliqué dans un conflit régional avec la maison de disques Death Row de Suge Knight. Provenant de la côte Est, Bad Boy s'est heurté à Death Row représentant la côte Ouest. L'animosité provenait d'un conflit plus large entre les rappeurs des 2 régions, alimenté par des styles et des attitudes différents. Malgré le fait que les racines de la rivalité ont été initialement déclenchées par le morceau Fuck Compton de Team Dog en 1991 sous le label Rough House Records, les tensions se sont intensifiées entre le camp de P. Diddy et Suge Knight, atteignant leur paroxysme lors des Source Awards de 1995. First of all, I'd like to thank God. Second of all, I'd like to thank my whole entire Death Row family on both sides, you know what I'm saying? I'd like to tell Tupac to keep his guards up, we ride with him. And one other thing I'd like to say, any artist out there want to be an artist and want to stay a star, and don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. Un mois après l'événement lors de la fête d'anniversaire de Jermaine Dupri au Platinum House Club d'Atlanta, les 2 groupes se sont impliqués dans une altercation, y compris Jake Robles, alias Big Jake, affilié à Death Row Records, qui a été mortellement abattu. Knight a ouvertement accusé P. Diddy d'avoir orchestré la fusillade. La situation s'est aggravée lorsque Tupac Shakur, qui a reçu 5 balles dans l'ascenseur d'un studio d'enregistrement de New York en 1994 et qui soupçonnait le camp de Notorious B.I.G. d'être derrière tout ça, a été assassiné en septembre 1996 à Las Vegas. L'incident s'est produit à la suite d'une altercation dans la zone de l'hôtel et casino du MGM Grand Garden Arenas avec des membres des Southside Compton Crips, dont Orlando Ty Anderson, également connu sous le nom de Baby Lane, en raison de l'affiliation de Suge Knight avec le gang rival de Mob Piru. Les 2 groupes assistaient au combat de boxe entre Mike Tyson et Bruce Seldon. Les rumeurs dans la rue suggèrent également que P. Diddy aurait payé les Crips pour faire le sale boulot, peut-être en raison d'une prime sur les chaînes de Death Row Records, alors que les tensions entre les 2 camps augmentaient depuis longtemps avant cette rencontre. Baby Lane, principal suspect du meurtre de Tupac, a été tué en mai 1998 par balle dans une situation sans rapport avec l'affaire à Willowbrook, en Californie.
Son oncle, Dwayne Davis, également connu sous le nom de Keffe D, a été arrêté en septembre 2023 pour son implication dans le meurtre de Tupac. Par la suite, Notorious B.I.G. a fait face à une réaction négative du public, se faisant huer lors des Soul Train Awards le 7 mars 1997. What's up, Cali? You're making me high. Seulement 2 jours plus tard, il est tué, soit 6 mois après la mort de Tupac et 1 semaine après avoir sorti sa dernière chanson Hypnotize. En janvier 1997, quelques mois avant la mort de Biggie Smalls, P. Diddy sort son premier single en tant que rappeur, Can't Nobody Hold Me Down. Il domine le classement Billboard Hot 100 pendant 28 semaines. Suite à ce succès, il sort son deuxième single, I'll Be Missing You, rendant hommage au rappeur disparu en mai de la même année. 2 mois plus tard, son premier album, No Way Out, sort dans les bacs et rencontre un succès majeur. Régnant au sommet des classements musicaux pendant 24 semaines non consécutives, il a obtenu une certification de platine 7 fois de la Recording Industry Association of America, aussi appelée RIAA. Le succès de l'album culmina avec l'obtention d'un Grammy Award du meilleur album de rap en 1998, marquant une réussite importante pour P. Diddy et sa maison de disques. Ces réalisations propulsèrent la maison de disques vers de nouveaux sommets avec une valeur estimée à 100 millions de dollars à l'époque, consolidant sa position dans l'industrie musicale. P. Diddy sortit un deuxième album intitulé Forever en août 1999 qui se hissa à la 2e position du classement des albums Billboard 200 avec des chansons comme Satisfy You, P.E. et Best Friends. Il sortit également d'autres albums tels que The Saga Continues en 2001, avec la famille Bad Boy, Press Play en 2006 et l'album Love of the Grid en 2023. Croyez-le ou non, il a coproduit un album électronique intitulé 1111 en 2014 avec le producteur israélien Guy Gerber. Il a également sorti une mixtape avec son groupe intitulé Money Making Mitch en 2015. Pour illustrer son succès financier, Forbes a rapporté que P. Diddy avait une valeur nette de 750 millions de dollars en 2016, tandis que Celebrity Net Worth a rapporté qu'il avait gagné 62 millions de dollars cette année-là seulement. Le fondateur de Bad Boy a fréquenté de nombreuses femmes au cours de sa carrière, à commencer par Missa Hilton Brim, Cameron Diaz, Miracle Watts, Sarah Chapman. Et oui, elle est également sortie avec Tupac, Lori Harvey, Naomi Campbell et Gina Hoyne. Ses partenaires amoureuses comprenaient également Kim Porter, avec qui il a eu la plupart de ses enfants, Jennifer Lopez, Cassie Ventura et Young Miami. Je parlerai des 4 dernières plus tard. Son succès financier s'est étendu au-delà de la musique, puisqu'il s'est lancé dans diverses entreprises au cours des 30 dernières années. L'une de ces entreprises notables a été la création de la ligne de vêtements Sean John en 1998. Selon Business Insider, en 2016, elle affichait un chiffre d'affaires annuel de 450 millions de dollars. La même année, il a vendu 90% de l'entreprise pour la racheter aux propriétaires en faillite pour 7,5 millions de dollars en 2022. En 2007, il a connu le succès en gagnant 28 millions de dollars. Ce succès a été attribué à son émission musicale Making the Band, diffusée de 2000 à 2002, ainsi qu'à son label de musique, sa marque de vêtements Sean John et aux 2 restaurants qu'il possédait. De plus, P. Diddy est devenu ambassadeur de la boisson vodka Ciroc cette même année. Cette collaboration, ainsi que ses autres entreprises, ont rapporté 35 millions de dollars en 2008. En 2014, la société avait vendu plus de 2 millions de caisses. En 2013, il a cofondé Revolt TV avec Andy Schwann, augmentant considérablement sa valeur nette à 580 millions de dollars. La même année, il s'est également associé à Mark Wahlberg pour acquérir une participation majoritaire dans la société de distribution d'eau aqua hydrate. Ils ont chacun mis 20 millions de dollars sur la table pour la transaction. L'entreprise a généré 65 millions de dollars de ventes en 2020. Forbes l'a nommé le musicien le mieux payé en 2017 pour avoir gagné 130 millions de dollars. Ses entreprises commerciales et une tournée de retrouvailles de la Bad Boy Family lui ont valu cette somme folle. De plus, en 2022, il a tenté d'acheter les entreprises et les opérations de cannabis de Cresco Labs et Care Inc. après leur fusion pour 185 millions de dollars.
Ces opérations, basées à New York, dans le Massachusetts et dans l'Illinois, auraient fait de l'entreprise la plus grande entreprise de cannabis détenue par une personne noire au monde. Malheureusement, l'accord a échoué car les actionnaires des deux sociétés n'ont pas pu parvenir à un accord. Le magnat du hip-hop a apporté des contributions importantes à la communauté. En 2003, il a récolté plus de 2 millions de dollars pour les écoles de New York et les enfants atteints du VIH et du sida. En 2016, il a cofondé la Capital Prep School située à Harlem, New York. De plus, comme mentionné précédemment, il a fait don d'1 million de dollars à l'université Howard en 2023, la même année. Et le même jour, il a également fait don d'1 autre million de dollars à la Jackson State University dans le Mississippi et d'1 autre million à la plateforme d'éducation financière Earn Your Leisure, fondée par des Afro-Américains, remplissant ainsi une promesse qu'il avait faite lors des BET Awards 2022. I want to donate $1 million to Howard University. And also I'm going to drop another $1 million on Deion Sanders and Jackson State because we should play for us. Thank you everyone for the bottom of my heart. I love y'all. Peace. Le patron de Bad Boy Records a également dépensé beaucoup d'argent pour lui-même. Selon Realtor.com, il possède un vaste portefeuille immobilier, à commencer par une maison qu'il a achetée à Atlanta, en Géorgie, pour 2,6 millions de dollars en 2003. La maison a ensuite été vendue à un prix réduit de 1,3 million de dollars en raison de la crise financière. L'identité du propriétaire actuel n'a pas été révélée, mais la propriété est restée à l'abandon depuis la transaction. De plus, il possède toujours une autre propriété avec un étang dans le même état à Fayetteville, qu'il a acquise en 1995 pour 260 000 dollars. P. Diddy a acquis une autre propriété dans le New Jersey en 2004 dans la ville d'Alpine, pour 6 millions de dollars. Elle se trouve sur un terrain de 3,5 acres et a une superficie de 11 000 pieds carrés avec 3 chambres principales, un sauna, un home cinéma, un terrain de basketball intérieur, une piscine avec cascade, un court de tennis, un putting green privé et un garage pour 6 voitures. Il n'a remis la maison sur le marché qu'après 3 ans et a été officiellement vendu en 2016 pour seulement 5,5 millions de dollars. Il possédait un appartement de 2300 pieds carrés avec 3 chambres dans le centre de Manhattan, qu'il a acheté pour 3,8 millions de dollars en 2003. Il était doté de murs de fenêtres et de hauts plafonds. L'appartement a été vendu pour 5,7 millions de dollars en 2017. Il possède également une immense résidence de 17 000 pieds carrés dans le quartier de Holmby Hills, à Los Angeles, qu'il a acheté pour 39 millions de dollars. Construite en 2014, elle comprend 9 chambres, un cinéma de 35 places, une salle de sport, une cave à vin et une surprenante piscine de style lagon avec une grotte reliée par un tunnel de nage sous-marine. Pour vous donner une meilleure idée de son emplacement, le Playboy Mansion et le Spelling Manor, qui a récemment été vendu pour 119,8 millions de dollars, ne sont pas loin, et au moins 7 résidences du quartier sont évaluées à plus de 100 millions de dollars. Il a également acheté une maison de 5,2 millions de dollars à Toluca Lake, en Californie, en 2009, qu'il a revendue pour 6,5 millions de dollars en 2022 et a loué un superbe manoir à Beverly Hills de 2008 à 2013, qui est actuellement coté à 14,5 millions de dollars. P. Diddy a acheté 3 propriétés en Floride. La première, acquise en 2003 pour 14,5 millions de dollars, se trouve sur plus de 19 500 pieds carrés de terrain sur Star Island. Elle comprend 9 chambres, une piscine et un quai privé pour bateaux. La deuxième résidence est un condo qu'il a acheté en 2012 pour 2,7 millions de dollars à Miami Beach. Il comprend 3 chambres, 3 salles de bain et une vue imprenable sur la baie de Biscayne, Fisher Island, l'océan Atlantique et les gratte-ciel de Miami. Parmi les célébrités qui possèdent également des propriétés dans la région, on trouve Alex Rodriguez, Shaquille O'Neal et Lisa Hochstein, une star de Real Housewives of Miami. La troisième propriété est un autre manoir avec accès au front de mer sur Star Island, qu'il a acquis pour 35 millions de dollars en 2021. Ce domaine comprend 2 bâtiments répartis sur plus de 1,3 acres, comprenant 6 chambres, 10 salles de bain
et environ 8000 pieds carrés d'espace habitable. Je reviendrai plus en détail sur les maisons de Los Angeles et de Miami plus tard. Selon Lambocars.com, P. Diddy possède une collection de voitures coûteuses qui comprend un coupé Rolls-Royce Phantom de 2008 d'une valeur de $250 000, une Chevrolet Corvette de 1958 d'une valeur de $126 000, une Lamborghini Gallardo Spider de 2008 d'une valeur de $225 000. Il a également acheté une Jeep Wrangler Unlimited de 2012 au prix de $50 000 et une Mercedes Maybach 57 au prix de $420 000. P. Diddy a dépensé beaucoup plus d'argent pour une Rolls-Royce Phantom 2016 d'une valeur de $500 000. De plus, il possède une Cadillac Escalade au prix de $75 000 et deux Ferrari, le modèle 360 Spider au prix de $160 000 et la F430 Spider à $217 000. Il est important de noter que les prix affichés sont des estimations et que la valeur totale estimée de la collection de voitures de Diddy est supérieure à $2 millions. Il possède une collection de bijoux colossale, dont son collier emblématique de $500 000 incrusté de diamants, qu'il aurait jeté dans la foule lors d'un concert de retrouvailles de Bad Boy en 2016. Sans entrer dans les détails en raison de l'immensité de sa collection, TheRichest.com a estimé sa valeur totale à $4 millions. Le magnate du hip-hop a dépensé $21 millions pour le tableau de Kerry James Marshall, intitulé Pastimes, marquant le prix le plus élevé jamais payé pour un tableau d'un artiste noir vivant. De plus, P. Diddy possède un jet privé Gulfstream G550 entièrement noir, dont le prix varie entre 13,9 et 26,5 millions et capable d'accueillir 19 passagers. Enfin, il possède un super yacht de 178 pieds nommé Maria, évalué à $65 millions. Le yacht comprend 6 cabines, 2 salles de réception, un jacuzzi, une salle de sport entièrement équipée, un espace bien-être, plusieurs sièges de salon et un équipage de 15 personnes dédiées au service des passagers. En 2023, plusieurs médias ont rapporté que P. Diddy gagnait $90 millions et que sa valeur nette était estimée à environ $800 millions. Comme je l'ai dit plus tôt, je donnerai plus de détails sur certaines personnes de son entourage. Eh bien, j'ai fait un résumé de sa vie et de sa carrière pour que vous puissiez comprendre l'étendue de l'argent, du pouvoir et du respect qu'il a gagné au cours des 30 dernières années. Mais en parallèle, P. Diddy a dû faire face à de nombreux procès et controverses. Pour avoir une meilleure idée de la façon dont cela l'a affecté, ses entreprises et ses finances, revenons en 1991. Après la bousculade du City College, il a dû faire face à une douzaine de poursuites pour blessures corporelles et homicides involontaires de la part de participants blessés et de membres de leur famille. Il a réglé chacun d'entre eux pour des montants non divulgués. Mais MTV a rapporté en 2000 qu'il avait offert $50 000 à l'un des plaignants. Le même article rapportait qu'il avait dépensé un total estimé de $750 000 en règlement. En 1995, Cédric Bobby Lemon, un chauffeur de limousine, a affirmé avoir été battu par les gardes du corps de Diddy qui étaient présents à un concert pour protéger Mary J. Blige. Le plaignant a déclaré qu'il avait été frappé à coups de pied et de poing dans les coulisses alors qu'il dégageait la zone pour la chanteuse. Il a été condamné à payer à Lemon $450 000 de dommages et intérêts compensatoires et $2 millions de dommages et intérêts punitifs par défaut, car il ne s'est pas présenté au tribunal. La porte-parole de P. Diddy a déclaré qu'il n'était pas au courant de l'incident. Alors, ils ont fait appel du jugement. La Cour d'appel a annulé l'ordonnance en 2004. En 1999, P. Diddy a dû faire face à d'importantes difficultés juridiques. Il a été arrêté et accusé d'agression pour avoir prétendument battu Steve Stoute, un dirigeant rival, à la suite d'une dispute au sujet d'un vidéoclip. P. Diddy s'est excusé et Stoute a demandé que les charges soient abandonnées, recevant finalement un dédommagement de $500 000 la même année. L'animateur de télévision Roger Mills a accusé P. Diddy et son entourage de l'avoir agressé après qu'il ait refusé de leur vendre une interview vidéo dans laquelle il était interrogé sur son implication dans le meurtre de Notorious B.I.G. Mills a intenté une action en justice en 2001, qui a été jugée en 2004, et un jury a statué en faveur de P. Diddy sur tous les chefs d'accusation.
Le magnate de Bad Boy Records s'est retrouvé dans une situation délicate dans la tristement célèbre affaire de fusillade dans un club de New York. Il a été arrêté et accusé de possession d'une arme à feu illégale après avoir assisté à un événement avec son ancienne petite amie, Jennifer Lopez, et le rappeur Shyne. Une altercation a suivi au cours de laquelle Shyne aurait tiré avec une arme à feu dans la foule et des témoins ont affirmé avoir vu Diddy avec une arme à feu également. Ils ont été arrêtés par la police de New York après l'événement et une arme a été trouvée dans leur voiture. Shyne a été arrêté et condamné à 10 ans de prison en 2001 avant d'être finalement expulsé vers son Belize natal en 2009. Diddy a été acquitté de toutes les accusations, y compris de possession d'une arme et de corruption. 3 personnes blessées ont intenté une action en justice de plusieurs millions de dollars, qui a été réglée pour un montant non divulgué en 2011. En 2001, Kim Porter, l'une de ses ex-petites amies, l'a poursuivie en justice pour obtenir une pension alimentaire supplémentaire pour leur fils alors âgé de 3 ans. Un accord a été conclu devant le tribunal de la famille de New York pour un montant non divulgué. Kim Porter est décédée en 2019 des suites d'une pneumonie. En 2005, Random House, une maison d'édition, a affirmé que Diddy n'avait pas rempli les termes d'un contrat pour terminer un mémoire avant 1999, pour lequel il avait reçu une avance de 300 000 $. Compte tenu des nombreux procès et controverses dans lesquels il a été impliqué cette année-là, ce n'est pas surprenant. Un accord a été conclu et le contrat d'édition du livre finalement été annulé. En 2007, un ancien consultant, James Sabatino, a poursuivi Diddy pour la somme astronomique de 19 millions de $, alléguant qu'il n'avait pas été payé en totalité pour un enregistrement qu'il avait fait de Notorious B.I.G. en 1994 à Miami. Le procès a été rejeté en 2009. Sabatino a eu son lot de problèmes en tant qu'escroc de carrière et menteur compulsif. Le Times a même dû rétracter un article sur Tupac Shakur, car il s'appuyait en grande partie sur des informations fournies par lui. En 2010, Diddy a été poursuivi pour discrimination fondée sur l'âge par une ancienne employée qui avait été licenciée en raison de son âge. Bien qu'elle travaille pour lui depuis 1998, le procès de plusieurs millions de dollars a été réglé pour une somme non divulguée en 2011. En 2011, le paparazzi Gustavo Garces a poursuivi Diddy après avoir été battu par ses gardes du corps pour l'avoir pris en photo devant le Dream Hotel à Miami. Un accord a été conclu en 2017 et Garces a reçu 35 000 $ en échange de la libération de Diddy, de ses gardes du corps et de leur compagnie d'assurance de toute responsabilité. En 2017, l'ancienne chef personnelle de P. Diddy, Cindy Rueda, l'a poursuivi pour harcèlement sexuel et rémunération inadéquate pour ses longues heures de travail. Elle a allégué que Diddy lui avait dit de préparer un repas post-coïtal et avait fait des commentaires inappropriés, lui demandant si elle était attirée par son corps nu. Rueda a été licenciée en 2016. Selon la porte-parole de Diddy, c'était une ancienne employée mécontente. L'affaire a été réglée pour un montant non divulgué. En 2022, l'ancienne nounou de Diddy, Raven Wales Walden, a affirmé qu'elle avait été licenciée à tort après avoir révélé sa grossesse en 2020. Wales Walden a également affirmé être la nièce de Kim Porter. Une affirmation niée par P. Diddy. Son porte-parole a qualifié la plainte de sans fondement pour extorquer de l'argent à M. Combs. Elle a abandonné son dossier en avril 2024. Et selon le Law and Crime Network, il ne peut pas être réintroduit. On ne sait pas si l'affaire a été réglée à l'amiable ou s'il n'y avait pas suffisamment de preuves. Avant de continuer, je dois vous avertir que cette partie de la vidéo donnera des détails horribles et dérangeants liés aux récentes allégations portées contre P. Diddy. Vous pouvez ignorer ce chapitre ou vous assurer de l'écouter avec discrétion. C'est en novembre 2023 que les vrais ennuis commencent pour Diddy. Son ancienne petite amie, Cassandra Ventura, autrement connue sous le nom de Cassie, a déposé une plainte avec des allégations explosives, affirmant qu'elle avait été battue, piétinée et violée par le magnate de la musique. Des vidéos dérangeantes dans lesquelles il aurait rabaissé sa petite amie ont été diffusées sur les réseaux sociaux. What? What you gotta say now? What you gotta say now? You ain't got shit to say. When you put your girl on the snap, baby, yo, babe. I mean, shit getting weird. Come on, baby, it's hot outside. You fucking wrapped up in that blanket. Let's go jog on the beach. Cette vidéo a été publiée sur YouTube en 2018. Elle a ajouté qu'elle avait été forcée d'avoir des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe masculin pendant qu'ils les regardaient et se faisaient plaisir.
On raconte qu'il aurait également fait exploser la voiture de Kid Cudi par jalousie. Cudi a confirmé que tout cela était vrai et que sa voiture avait pris feu dans l'allée de sa résidence en 2012. Ils ont été en couple de 2007 à 2018. Un accord a été conclu moins de 48 heures plus tard pour une somme estimée à 30 millions de dollars. Cassie a publié une déclaration disant « Après des années de silence et d'obscurité, je suis enfin prête à raconter mon histoire et à parler en mon nom et au nom d'autres femmes qui sont confrontées à la violence et aux abus dans leurs relations. » Plusieurs autres femmes ont porté des accusations similaires. Parmi elles, Audrey O'Day et Kimora Lee Simmons. Une inconnue, qualifiée de Jane Doe, a affirmé avoir été droguée et violée par Diddy et 2 autres hommes en 2003, alors qu'elle avait 17 ans. De plus, Rodney Jones Jr., également connu sous le nom de Lil Rod, a intenté une action en justice en février 2024, alléguant que Diddy l'avait touché de manière inappropriée à plusieurs reprises, l'avait forcé à solliciter des travailleurs du sexe et à accomplir des actes pour satisfaire Diddy et certaines personnes de son entourage. Lil Rod a également révélé qu'il était obligé de filmer presque tout et qu'il y avait un afflux constant de drogue, de prostituées masculins et féminins, et que même des mineurs se trouvaient dans les propriétés privées de Diddy. Selon le producteur, de nombreuses personnalités étaient impliquées dans ces soirées appelées freak-offs organisées par Diddy. Il a ajouté que de l'alcool mélangé à de la drogue était donné aux femmes et que Young Miami, une rappeuse et ancienne petite amie de P. Diddy, était l'une de ces travailleuses du sexe et passeurs de drogue. Young Miami a nié les allégations de Lil Rod. Lil Rod a également ajouté que Diddy avait clairement déclaré que Jennifer Lopez cachait l'arme pour lui la nuit de la fusillade de 1999 qui a conduit à l'incarcération de Shyne pendant près de 10 ans. Enfin, il a affirmé qu'il n'avait pas été entièrement payé pour son travail sur l'album Love, que son camp avait tenté de lui voler son droit d'édition et que le magnate du rap, ainsi que son fils Justin, étaient impliqués dans une fusillade dans un studio d'enregistrement à Los Angeles en 2022 qui a entraîné la mort d'une personne. Il convient de noter qu'il poursuit Diddy pour la somme exorbitante de 30 millions de dollars. Touré, un écrivain et journaliste américain, a également fait des révélations choquantes dans une récente interview sur MSNBC. But what is going on? Well, it seems that there are several people who are saying things about Combs to the government, and they are trying to figure out what's going on. I found it interesting that they had enough to get a search warrant, right, from multiple places, but not enough yet to arrest him. You know, I was personally disturbed many years ago, okay? I know this man well enough to call him and say, hey, I need a favor. Yeah. And this might have been 10, 12 years ago that I called him and say, hey, I have a family member who I want you to hire them as an intern. And then the internship stopped abruptly, like 3 or 4 months into it. Yeah. And I spoke to my family member, like, well, what happened? And they wouldn't say. Yeah. And I'm like, why did it end? It wouldn't say. And years later, they finally came out, and this, a male, and said that Puff had said, come home, stay the night with me, or the internship is over. And they said, absolutely not. He said, absolutely not. And the internship ended. Notez qu'au moment où l'accord avait été conclu avec Cassie, et en plus de la poursuite en cours de Lil Rod, qu'il était confronté à 3 autres procès alléguant des accusations similaires. Je n'entrerai pas plus dans les détails, puisque les allégations seront expliquées en détail dans une autre vidéo. Il y a eu beaucoup de drames autour des artistes de Bad Boy. En voici quelques exemples. Craig Mack a quitté le label après s'être senti mis de côté au profit de Biggie Smalls. Il est brièvement revenu avec la famille des Bad Boys dans les années 2000 avant d'arrêter définitivement le rap et de se consacrer au christianisme. Il est décédé en mars 2018 d'une insuffisance cardiaque. Maze a également eu une grosse brouille avec Diddy. Aspirant à devenir le prochain grand artiste du label après la mort de Biggie Smalls, Maze a soudainement voulu quitter le label en 1999 pour devenir pasteur. Il y est revenu quelques années plus tard. 50 Cent a tenté de le faire signer chez G-Unit en 2005, mais P. Diddy a bloqué l'accord. Cela explique en partie pourquoi il n'aime pas du tout P. Diddy. Après une dernière réunion avec la Bad Boy Family dans les années 2010, Mace a définitivement arrêté de collaborer avec Diddy et s'est exprimé publiquement contre lui. The Lox, un groupe de rap formé par Jadakiss, Styles P et Chic Lauch, a cherché à mettre fin à son contrat avec Bad Boy Entertainment dans les années 2000, en raison de différences de style et de vision par rapport à la majorité de la Bad Boy Family. Après l'échec de toutes les procédures judiciaires,
Ils ont lancé une campagne Free the Locks et se sont disputés en direct à la radio avec Diddy, plaidant pour leur droit de publication et l'accusant de vol. Les liens ont finalement été rompus lorsque Styles P a jeté une chaise sur Diddy. Par la suite, le groupe a signé avec le label de DMX, Ruff Ryders, parvenant à maintenir de bons termes avec Diddy. Comme vous le savez déjà, Shyne a passé près de 10 ans en prison et a été expulsé vers le Belize. Il a étudié le judaïsme pendant son incarcération et s'est officiellement converti à cette religion en 2010 à Jérusalem. Il a été élu chef de l'opposition à la Chambre des représentants de son pays d'origine en 2020. Dans ce cas, Diddy lui a montré beaucoup de soutien et l'a même aidé à obtenir un visa pour établir de nouvelles relations avec des responsables américains. Loon a quitté le label et s'est converti à l'islam en 2008. Il a été arrêté pour trafic de drogue à Bruxelles en 2011 et extradé vers les États-Unis en 2012, où il a été condamné à 14 ans de prison pour tentative de trafic d'héroïne. Il a été libéré en 2020 en raison des effets de la pandémie sur les centres pénitentiaires. J-Depp a été renvoyé de Bad Boy Records et a eu de nombreux problèmes avec la drogue et la justice. Il a purgé une peine de 15 ans à perpétuité après avoir avoué un meurtre qu'il avait commis lorsqu'il était adolescent. Il a été libéré de prison le 4 avril 2024. Il a déclaré dans une interview à Fox 5 qu'il voulait travailler à nouveau pour Diddy malgré les allégations actuelles. Black Rob, un contributeur important du label, a été limogé en 2006 alors qu'il était incarcéré pour vol. Il a souffert de nombreux problèmes de santé et s'est retrouvé sans abri dans les années 2010. Il est décédé d'une insuffisance cardiaque en 2021 à l'âge de 52 ans. J'ai brièvement mentionné plus tôt qu'il possédait 2 restaurants, tous deux appelés Justin's en hommage à son fils aîné. L'un était situé à New York, qui a ouvert en 1997 et a fermé définitivement en 2007. L'autre était situé à Atlanta, qui a ouvert en 1998 et fermé en 2012. De violentes altercations impliquant des célébrités de premier plan et des membres de gangs notoires ont eu lieu dans les 2 endroits. Je n'entrerai pas dans les détails car cela nécessiterait une vidéo entière. Comme vous pouvez le constater, malgré son style de vie luxueux, ses entreprises prospères, son argent, son pouvoir et le respect qu'il a gagné, la controverse, la violence et le drame semblent suivre Diddy. Si l'une des allégations était vraie, qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à se comporter ainsi malgré son succès? Un autre personnage très controversé qui fait face à des allégations similaires, Andrew Tate, a fait cette déclaration dans une interview sans rapport avec la situation de Diddy. I think that money's an amplifier. I've said this a lot of times, but I have to say it over and over again because I want people to understand. A lot of people think money will fix their problems, and all it will do is exasperate them. Yeah. If you're a coward, you will be a bigger coward if you're rich. You'll be more afraid of robbery. You'll be more afraid of people finding out where you live. If you're an idiot, you'll be a bigger idiot if you're rich. You're gonna do more stupid things than you would have done if you were poor. If you're a G, you'll be a bigger G if you're rich. Soyez assurés que ma prochaine vidéo portera sur cet homme et son frère. Alors suivez ma chaîne. Finalement, suite à ces horribles allégations et aux controverses passées, ses propriétés à Los Angeles et Miami ont été perquisitionnées par la sécurité intérieure. On ignore si son yacht a également été visé par le raid. De nombreux effets personnels ont été confisqués par les autorités et son fils, Christian King Combs, a également fait face à des allégations similaires d'inconduite sexuelle. Quelques faits doivent être précisés car ils semblent passer inaperçus en raison des allégations salaces. Il a parlé et collaboré avec les autorités. Une chaîne YouTube française nommée Iconic Mag a déclaré qu'un acteur de film pour adultes a affirmé être l'homme sur une photo compromettante sur laquelle Stevie G serait identifié. Son nom est D'Angelo Marquis. TMZ a rapporté que l'avocat de Diddy, Sean Holley, a confirmé que 2 hommes ont été arrêtés pour la fusillade en studio, suggérant que P. Diddy et son fils Justin n'étaient pas du tout impliqués. Ils s'appellent Rudolph Flowers et Laron Bundley et attendent actuellement leur procès. 2 femmes adultes se sont manifestées et ont affirmé être les filles identifiées comme mineures dans le dossier. L'une d'elles a publié une photo portant les mêmes vêtements et s'est identifiée comme Chelsea. Elle prétend avoir 33 ans.
La deuxième personne serait la petite amie de Justin Combs, Stephanie Rao, âgée de 32 ans. L'enregistrement audio impliquant Diddy et Meek Mill dans des activités suggestives n'est pas prouvé comme étant vrai ou officiel. 5 ans avant le procès de Cassie, Jonathan Audi, qui a été arrêté pour avoir tiré sur un hôtel appartenant à Donald Trump, a déclaré qu'il était l'esclave sexuel de Diddy et qu'il avait dû avoir des relations sexuelles avec Cassie. De nombreux détails corroborant les poursuites en cours ont été donnés. Le YouTuber américain KB Goes Live a une vidéo complète qui décompose l'interview. L'argent, les contrats et les droits d'édition étaient des problèmes courants au sein de Bad Boy Entertainment. Iconic Mag a également rapporté que Diddy avait annoncé qu'il donnerait les droits d'édition à l'ensemble des artistes de son label quelques semaines seulement avant que la poursuite explosive impliquant Cassie ne soit rendue publique. Aubrey O'Day a publiquement encouragé les artistes à ne pas signer les nouveaux contrats, suggérant qu'il pourrait s'agir d'une stratégie pour les dissuader de s'exprimer contre lui. Et ouais, Guwop a sorti une chanson intitulée No Diddy. Je cherchais juste une raison pour l'ajouter ici. Comment cette situation a-t-elle affecté ces entreprises? Forbes et Rolling Stone ont rapporté que Diddy a perdu 18 partenariats commerciaux, dont la plupart étaient abonnés à la marketplace d'Empower Global. Il est possible que davantage de partenariats aient été perdus puisque le site web n'affiche actuellement aucune marque. Empower Global, fondé en 2021 par Diddy sous l'égide de Combs Global, a fait la promotion des entreprises détenues par des afro-descendants. Les membres devaient payer un abonnement de $35 par mois et une commission de 10% sur les ventes de la plateforme. La Harlem Prep School, qu'il a cofondée, a coupé les ponts avec lui. Hulu devait héberger une émission de télé-réalité mettant en scène sa famille, mais a abandonné l'accord. Diddy a démissionné de son poste de président de Revolt en novembre 2023 et a vendu toutes ses actions pour $100 millions à un acheteur anonyme. De plus, Diddy était client du label canadien Salgsco, bien connu sous le nom de XO Records, pour le management. Cependant, il n'est plus répertorié comme tel sur le site du label. P. Diddy aurait perdu des millions de dollars suite aux récentes allégations. Selon une émission diffusée sur Law and Crime Network, P. Diddy pourrait se tourner vers les réseaux sociaux pour assurer ses revenus, son compte Instagram étant monétisé. It's something to remember is that these social media personalities and celebrities and moguls, their social media presences are monetized. And so the more engagement that they get on each post, the more money that they receive. And so he's going to have to take the sweet with the sour, especially if he's looking at these very high monetary fees that are going to be going to his criminal defense and his lawyers currently, even before the case has even been indicted. So you'll probably see him leaning more into social media. The comments will likely be on most of the posts. He will probably not talk about the case itself because it is a form of monetization. I feel like it's nothing more than that. En mai 2023, Diddy lui-même a intenté une action en justice sans rapport avec l'affaire contre son ancien partenaire et la société Diageo, un géant de l'industrie de l'alcool et des spiritueux qui possédaient conjointement Ciroc et De Leon Tequila. La plainte alléguait que Diageo n'avait pas respecté les termes de leur contrat en ne soutenant pas les accords de marketing et en se livrant au racisme, en considérant apparemment ces produits comme inférieurs et en les vendant uniquement dans les zones urbaines. Selon fooddive.com, ils avaient conclu un accord de partage des bénéfices à 50-50 et Diddy gagnait environ $60 millions par an. Le procès a été réglé en janvier 2024 et Diageo est désormais l'unique propriétaire des boissons. En réalisant cette vidéo, je suis tombé sur la nouvelle de la mort soudaine de Kyle Marissa Ross, une star de TikTok connue pour partager des potins controversés sur les célébrités. Bien que la cause du décès n'ait pas été communiquée au public, elle a déclenché une tempête de conspiration, y compris la possibilité d'un acte criminel en raison de la révélation des activités suspectes de Diddy et de son entourage. Ironiquement, d'autres suggèrent qu'elle n'a pas pu payer ses factures de médicaments parce que l'équipe de Jennifer Lopez a signalé à plusieurs reprises son compte pour des réclamations de droits d'auteur jusqu'à ce qu'il soit entièrement fermé, y compris sa monétisation. Elle avait plusieurs problèmes de santé, dont un cancer du côlon. Faites-moi part de vos réflexions dans la section commentaires. En avril 2024, Celebrity Net Worth a rapporté que la valeur nette de Diddy était de $800 millions. Alors, ouais, dans ce cas-ci, more money, more problems. Si vous voulez en savoir plus sur les célébrités, leurs affaires commerciales et même leurs déboires judiciaires, suivez notre chaîne.